merci à Jean-Michel Hirt d'avoir accepté cette épreuve du Zoom qu'il fait pour la première fois depuis sa Bretagne. Et je suis sûre que ça lui a donné un certain mal et on est un peu stressé. Bien sûr, on a fait un test, donc tout va bien. Voilà, Jean-Michel Hirt, je voulais vous dire aux gens qui peut-être ne vous connaissent pas, il y en a sûrement beaucoup qui sont venus là et qui vous connaissent déjà, mais pour ceux qui ne vous connaissaient pas, vous êtes psychanalyste, membre de l'APF, l'Association psychanalytique de France. Vous avez été professeur à l'université et vous avez créé un master à l'université, un master interculturel. Alors, lorsqu'on a décidé de vous recevoir, j'ai été tout de suite retrouver une revue qui s'appelle Intersigne, pour laquelle nous nous étions rencontrés en 1991. Plus la Karima. Et c'est des revues d'une qualité absolument exceptionnelle. J'avais envie toutes de les relire, mais elles sont beaucoup trop riches pour qu'on y arrive en si peu de temps. Mais je vous rappelle donc Intersigne. Il y en a trois. L'une qui s'appelle Parcours d'exil, l'autre entre psychanalyse et islam, et une autre qui s'appelle Paradoxe du féminin en islam. Vous étiez venu avec plusieurs de vos amis en 1991 pour présenter ces revues. Et je me disais que vraiment, c'est des revues qu'on aurait intérêt à faire circuler en ce moment, surtout avec toutes les questions concernant l'islam, bien sûr. Alors, je voulais aussi dire à Laurence Croix que je la remercie de nous avoir informés avant même sa sortie. Elle nous avait annoncé la venue de votre livre. Et je la remercie. Et je voulais d'ailleurs rappeler que nous avons dans les passeurs de livres un passeur de livres sur un livre de Laurence Croix qui s'appelle Le Père dans tous ses états, un livre qui date de 2011, pardon, et un autre sous la direction donc de Gérard Pommier et Laurence Croix aussi, qui s'appelle Pour un regard neuf de la psychanalyse sur le genre et les parentalités. Vous les trouverez sur les passeurs de livres de notre site. Il y a bien sûr des croisements et certainement que vous vous êtes parlé et travaillé, Jean-Michel Hirt et Laurence Croix. Alors, ce soir, je vais passer très vite la parole à Jean-Jacques Chapoutot qui, lui, va introduire ce débat avec Jean-Michel Hirt. Et ensuite, on en parlera tous ensemble. Bien, bonsoir Jean-Michel Hirt. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur votre livre. À l'instar du féminin, le père constitue l'autre continent pour la psychanalyse, mais sans qu'on sache nécessairement de quelle couleur il est. Votre titre, Le socle d'argile, renvoie au île sur lequel Freud pose l'image à la fois grandiose et effrayante qu'est Moïse l'Égyptien. Comme vous le rappelez au début de votre essai, la question de l'opportunité de la publication de L'homme Moïse et le monothéisme s'est posée. Dans le contexte des persécutions antisémites, le risque était de provoquer en plus une nouvelle et violente réaction de l'Église catholique contre la psychanalyse, voire l'interdiction de celle-ci à Vienne même. La publication en 1937 des 2 premiers essais dans la revue Imago peut être lue comme un acte de résistance face au désastre culturel et civilisationnel qu'instaurait la langue du Troisième Reich. Cet acte affirmait que la psychanalyse a à voir avec l'état du monde, et ce, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Dans une certaine mesure, je trouve dans votre livre une même forme d'inquiétude, peut-être d'angoisse, devant l'état du monde, marqué par le déclin du père avec celui des religions. Il y a, je trouve, de la tristesse, voire de la colère, au spectacle des débordements pulsionnels, du plus petit qui vous est proche
au plus grand qui est l'enjeu pour l'humanité. Mais l'intensité ne fait rien à l'affaire. Les infidélités à la morale d'un Jean Vanier, le chaudron des sexualités honteuses de l'Église catholique qui explose au grand jour et qui menace l'institution, le pillage des ressources de la planète, la course à l'immortalité avec l'homme augmenté. Tout cela vous appelle à une urgence, à penser, à écrire, à inventer, à témoigner, et cela résolument dans le champ de la psychanalyse et de la fidélité à l'héritage freudien. C'est vraiment très agréable et très stimulant de pouvoir s'immerger dans une telle écriture, qui est très belle et très fluide, et qui est mise au service d'une pensée brillante, complexe, nourrie d'innombrables références littéraires, cinématographiques, artistiques. Il y a beaucoup de sensualité dans votre écriture, et ça fait du bien dans le paysage littéraire actuel de la psychanalyse. Et il y a l'engagement. C'est un livre engagé. Vous vous y dévoilez beaucoup, ce qui n'est pas sans risque. Vous le savez, vous l'assumez, et vous n'hésitez pas à décocher quelques flèches en direction de la vulgate psychanalytique et des résignés. Au moins, ça chauffe. C'est donc un livre qui prend position. D'abord, sur l'Oedipe et l'avenir de la psychanalyse. La perversion, avec un trait d'union du père oedipien, vestige d'un ordre social en pleine mutation, se trouverait-elle aussi consumée comme réduite au statut d'illusion, bonne à brûler, dans un monde où la jouissance immédiate serait devenue la règle et où l'obsolescence de l'homme serait plus qu'à l'ordre du jour? Dans un entretien avec Michel Plan en 2017, Mustapha Safwan n'hésitait pas à faire l'hypothèse de la fin de l'analyse avec celle du complexe d'Oedipe. Je le cite. « Et si le patriarcat n'a pas été une folie, c'est parce qu'on a bâti à côté de la maison le temple. On a imposé le tiers devant lequel nous sommes tous égaux. Dans le contexte, l'Oedipe a très bien marché, puisqu'un fils, quelle que soit la tension entre lui et son père, devient le gardien de l'histoire et du nom de l'ancêtre, avec la protection également de l'égalité devant Dieu. Les choses ont changé avec la révolution industrielle. D'abord, le père n'a presque plus rien eu à transmettre. La maison a cessé d'être un atelier. La mère a commencé à travailler dans les usines. La famille s'est coupée des sociétés. Le cadre de la famille n'a plus été le social, mais l'État. Or, l'État limite l'autorité parentale. Ce vide absolu a entraîné la vogue des psychanalystes. Nous sommes venus pour remplir ce vide. À ce moment-là, comme la famille s'est vue composée d'individus qui n'avaient plus rien en commun, ni croyances communes, ni transmission, la tension entre le père et le fils a éclaté. L'histoire de la faillite des pères a éclaté d'une façon inimaginable avec les destructions du XXe siècle. Les camps, le génocide, les enfants ont vu des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. On a trouvé le complexe d'Oedipe, c'est la découverte de Freud, quand le père était encore là. Mais il n'aura pas lui-même duré bien longtemps. De ce point de vue, nous sommes donc à la fin de la psychanalyse. Fin de citation. Alors il faut insister sur le « de ce point de vue » qui précède et relativise la radicalité de la conclusion. Votre conclusion à vous fait peut-être de sa fragilité la force de la psychanalyse. La fragilité du père oedipien perçue par Freud, c'est une citation, page 182 de votre livre, la fragilité du père oedipien perçue par Freud, comme les limites de la métaphore paternelle disséquée par Lacan, ne signifie pas la caducité de ces constructions, mais la fin de leur domination et le partage avec d'autres façons d'assumer la fonction paternelle. Une situation propice à la redéfinition de la figure du père, confrontée aux échéances auxquelles fait face désormais l'espèce humaine. Disjointe de la seule personne masculine, la paternité devient l'apanage du parent qui vient nommer son enfant comme le fruit d'un désir partagé, qui s'en estime responsable et qui en prend soin, afin de permettre à cet enfant d'incarner son désir selon les voies que son assise identitaire lui ouvre. Plus que jamais, la paternité liée au renoncement pulsionnel et à la jouissance de la responsabilité envers son enfant, cet autre que soi, est bien une conquête psychique en devenir.
J'ajouterais à ce que j'avais prévu de dire que ce que vous dites ne s'applique pas seulement à l'individu, au sujet, il s'applique à l'humanité vis-à-vis de la planète dans votre esprit. Alors pourquoi une conquête psychique en devenir? N'est-ce pas ce que fait la psychanalyse déjà avec le transfert? Deuxième sujet, le renoncement pulsionnel. Vous expliquez dans le livre comment la notion de paternité, en tant qu'organisateur du monde, s'est construite au fil de plusieurs grands renoncements pulsionnels, inscrits dans les actes des grandes figures bibliques, Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed. Vous nous en parlerez sûrement. Le point important pour moi, c'est qu'est-ce que c'est que le renoncement pulsionnel? D'où ça vient, comment ça chemine dans l'œuvre de Freud, comment ça fonctionne dans l'individuel et dans le collectif, comment ça peut se situer dans la théorie des pulsions. C'est clair qu'il ne faut pas confondre renoncement et sublimation. Avec le renoncement, on fait appel au point de vue économique, qui s'applique précisément au monde des valeurs morales, esthétiques, logiques, qui se définissent par leur irréductibilité à l'ordre du fait, leur universalité de droit, leur exigence catégorique d'accomplissement, etc. J'ai cité ici simplement la planche et Tantalus, par facilité. On est dans le domaine de la mesure de l'énergie pulsionnelle. Et on peut imaginer comme une équivalence des grandeurs entre l'investissement et son objet. D'où le troisième sujet, ce que vous appelez la réalité spirituelle. Le but du renoncement pulsionnel, c'est la réalisation d'un progrès dans la réalité spirituelle, avec comme hypothèse que la réalité spirituelle constitue une réalité à part, qui vient faire trio avec la réalité psychique et la réalité matérielle. Faut-il en faire une instance à part? N'est-on pas simplement au cœur de la question du surmoi, et plus précisément dans celle de l'idéal du moi, qui est façonné par les idéaux culturels de l'humanité? Le pas de plus que vous faites peut-être, c'est le lien entre renoncement pulsionnel et réalité spirituelle. Par exemple, page 149, une réalité consécutive au renoncement que la psyché a consenti pour inscrire ses progrès spirituels, c'est avec SES, dans l'histoire des hommes, donc une réalité formée par la sédimentation de ces progrès, le C démonstratif CES. Avec ces trois sujets, on est beaucoup dans la théorie, au risque pour nous ici d'en rester à la spéculation intellectuelle. Heureusement, ce n'est qu'une partie de votre thèse, parce qu'il y a les femmes et l'amour. Les femmes vous inspirent. J'en retiens trois. Lolita, de Nabokov, juste évoqué. Laura, votre analysante, qui a les traits d'Eurydice, prisonnière du regard de son père. Toutes deux sont revenues à la vie après le meurtre de l'amour paternel. Et puis, bien sûr, il y a Lou Andreas Salomé. Vous consacrez des pages importantes et magnifiques à l'apport pour vous et pour la psychanalyse de celle qui fut la compreneuse, comme disait Freud. On peut dire que du renoncement pulsionnel comme force créatrice, Lou en connaît un bout. C'est avec elle que vous explorez le Freud du rabaissement généralisé de la vie amoureuse, avec la recommandation célèbre et combien difficile à interpréter d'avoir, pour être vraiment libre et heureux, surmonté le respect pour la femme et s'être familiarisé avec la représentation de l'inceste avec la mère et la sœur. Si nous en avons le temps, il faudrait revenir sur ce passage de votre page 137 où vous dites « En tant que fille, à propos de Lou Andreas Salomé, en tant que fille, elle se déclare veuve du père, mais ne l'ayant pas tué. En tant que femme, elle considère qu'elle doit aimer dans l'homme l'enfant du père et son fils meurtrier. Elle devient donc, à la faveur de l'acte amoureux, la mère, la sœur et la femme de l'homme fils meurtrier du père. » Voilà. Avec toutes ces questions, le programme est chargé, je crois. Pourtant, j'en ai encore une. C'est aujourd'hui le début du Ramadan. Qu'est-ce que votre grande connaissance de l'islam vous a apporté dans votre recherche sur le père, sur la paternité, sur la réalité spirituelle et peut-être aussi sur votre style littéraire? Merci de m'avoir écouté et je vous rends la parole. Je vais essayer de prendre les questions comme vous les avez suggérées, mais peut-être en préambule, revenir sur le fait que
cette question du père, finalement, elle vient à la fin. Elle vient à la fin, d'une part, de ma propre vie de psychanalyste. Hein. D'une certaine façon, elle est au début dans mon analyse, mais ensuite, elle prend une toute autre tournure avec... Oui, je vous disais donc que tout ça prend place dans un contexte évidemment très personnel et à un moment précis où il y a cette, cette disparition d'un homme qui a beaucoup compté dans mon histoire et qui s'appelait Bernard Edelman et qui est juriste, philosophe et qui, d'une certaine façon, a été une figure en marge de la psychanalyse, mais toujours dans un accompagnement avec cette réflexion décisive pour lui, autrement que pour moi. Et je crois que c'est pour cela aussi que je lui ai dédié ce livre qui n'aurait certainement pas eu cette forme sans lui. Il se trouve que la question du père, elle est complètement permanente évidemment chez Freud, mais elle est aussi permanente chez Lacan et elle est permanente, je dirais, pour notre devenir à un moment précis, puisque vous parliez du devenir, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein, où j'emploie ce terme pour signifier que la psychanalyse peut être aussi arrêtée. Elle peut être dans une forme de stase, elle peut être dans une forme de stérilité qui fait que, par exemple, aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans la situation si favorable des années 80-90, même s'il y aurait beaucoup à dire sur le favorable hein, de la situation à l'époque. Mais il n'empêche, il y a quelque chose de l'ordre d'un reflux, quelque chose qui fait que nous ne sommes plus forcément les bienvenus, ce qui n'est pas que des favorables, hein, parce qu'il n'est pas certain, il est même sûr, de mon point de vue, que lorsque la société commence à être à l'aise avec la psychanalyse, c'est que la psychanalyse va plutôt mal. Il y a des exemples évidemment historiques de cela, ne serait-ce qu'aux États-Unis. Donc, la question centrale, c'est, pour revenir au devenir, la question centrale, c'est comment se passe la créativité dans la psychanalyse. Est-ce que l'on peut essayer d'en dire quelque chose aujourd'hui, alors même qu'on peut avoir l'impression soit que les choses sont dans la redite, soit qu'on est dans la langue de bois, soit surtout, et c'est peut-être le pire, que nous nous replions sur la prise en charge des personnes qui viennent nous voir, nous faisons, nous distribuons du soin, mais nous ne sommes plus dans cette grande aventure analytique qui était certainement le projet de Freud, où il y a un constant souci d'allier le psychique et le culturel, la psychologie individuelle et la psychologie collective. Vous vous souvenez bien sûr de cette déclaration là-dessus dans Psychologie des foules et analyse du moi, par exemple, et d'autres textes. Donc, le devenir de la psychanalyse, c'est comme la lecture, bien sûr, de Freud et de Lacan, pour prendre des sommets, de beaucoup d'autres, vous vous en doutez, mais la nécessité de me positionner par rapport à mes moments de lecture. Et s'il y a quelque chose qui m'est apparu tout du long de ma vie analytique, c'est que l'œuvre de Freud me semblait indéniablement accrochée à ce dernier ouvrage, L'homme Moïse et la religion monothéiste, qu'il y avait là quelque chose comme une clé de voûte. Bon, évidemment, c'est l'ouvrage ultime, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi une sorte de pavé jeté dans la mare de la psychanalyse, une sorte de volonté, non pas de tout casser,
mais de tout remettre en mouvement. Comme si, justement aussi, il avait eu la conviction que quelque chose dans le mouvement analytique pouvait être en arrêt, ou quelque chose pouvait se perdre. La célèbre formule Sie bleiben wie sie sind, ils restent comme ils sont, que l'on trouve dans Analyse finie, Analyse infinie, témoigne aussi de ce moment déceptif qui est chez Freud important dans la mesure où il relance aussi un certain nombre d'articles clés qui sont les articles de la fin de sa vie comme Construction en analyse, bien sûr, Analyse finie et Analyse infinie et d'autres. Et il me semble qu'avec l'homme Moïse, là, il est dans une sorte d'ouverture maximum pour lui et pour nous. Et comment nous allons faire avec ça, étant entendu que ça, c'est-à-dire l'homme Moïse, vient rebondir et amplifier ce qui s'est déjà joué avec Totem et Tabou, autour de la question du père, bien sûr, mais ce qui s'est déjà joué aussi avec le complexe d'Oedipe, autour aussi, évidemment, de la question du père. Sauf que nous sommes devant quelque chose de très dérangeant, c'est qu'à chaque fois, il ne s'agit pas du même père. Le père d'Oedipe, c'est cet homme qui finalement le condamne, lui Oedipe, condamne son fils, et qui ensuite va être tué presque par hasard au carrefour d'une mauvaise rencontre. Avec Totem et Tabou, nous sommes confrontés à ce moment dont Freud va ne pas s'éloigner avec le Moïse, mais qui va être repris par l'homme Moïse de façon différente. Donc, avec Totem et Tabou, c'est le meurtre du père primitif, c'est le meurtre de cette personne qui n'est pas encore justement du côté du père, hein, mais du côté du tyran ou du côté du monstre de jouissance, en tout cas, qui ne devient père qu'à partir du moment où il est mort, à partir du moment où les fils le tuent et dévorent sa chair pour ingérer sa force. La conséquence donc du meurtre, c'est le père et l'éventuelle paternité. Et enfin, troisième temps étant de la conclusion et de la réouverture maximum, l'homme Moïse. L'homme Moïse qui serait non seulement le père du peuple juif, alors que lui-même, selon Freud, ne serait pas juif, mais par ailleurs, cet homme Moïse est celui qui va être assassiné par ceux qui ne sont pas les siens, mais qui sont adoptés par lui, comme un père peut adopter des enfants, adoption qui, évidemment, fait problème, tout comme le meurtre fait problème, puisque on n'en trouve aucune trace, sauf celle que Freud veut voir dans les blancs du texte. Sauf que, par ailleurs, l'homme Moïse, ce n'est pas du tout le même type de père que le tyran de la Rhode primitive. Donc nous sommes confrontés, ni même évidemment, que Laios, le père d'Oedipe. Donc nous sommes confrontés à quelque chose de très compliqué. Il y a au moins trois figures de père, trois aspects. Deux, si on veut bien restreindre les choses, au tyran de Totem et Tabou et à Moïse, qui est un père d'un tout autre calibre, puisqu'il y a là un père éthique. Et la question se pose évidemment de façon difficile à résoudre. Comment passe-t-on de ce père jouisseur à ce père qui, évidemment, Moïse, est du côté de l'éthique et du côté de la loi? Bon. Tout ça pour planter le décor d'une interrogation qui trouve à se déployer dans
dans le livre, mais qui nous donne dès le début, dès le départ chez Freud, le sentiment de quelque chose de fictionnel, quelque chose qui est lié au langage, ça va sans dire, mais qui est lié à une histoire qu'il nous raconte. Et d'ailleurs, Lacan ne va pas s'en priver en épinglant tout cela comme soit le mythe personnel de Freud, soit la névrose de Freud. Et je crois que c'est plus intéressant de voir la matière fictionnelle du discours analytique. Et donc, à partir de ce moment-là, d'être dans une certaine réserve par rapport à toutes les tentations qui sont récurrentes pour formaliser, pour s'appuyer sur quelque chose qui serait à la limite du dogme, ou en tout cas du mot d'ordre. Et vous l'aurez compris, mon souci à ce moment-là, c'est de nouveau ce devenir, cette mise en mouvement, cette circularité de la pensée analytique, cette animation ou cette mobilité qui témoigne justement de ce que nous ne sommes pas dans un registre qui impliquerait des certitudes. Nous sommes constamment en train de naviguer, si je veux prendre cette image. C'est-à-dire que nous devons tirer des bords et que nous sommes dans une mobilité qui est celle de la matière qui nous occupe et en même temps de ce que nous pouvons en dire. Ce qui évidemment relativise un peu la question du discours psychanalytique. Ceci en référence aux 4 discours de Lacan. Par ailleurs, pour aborder la question du renoncement pulsionnel, je vous dirais que c'est une notion qui m'est apparue de plus en plus importante dans la pensée de Freud, mais qui, même si elle reçoit non pas une étude, hein, parce qu'on est loin de cela avec un paragraphe, un long paragraphe dans l'Homme Moïse, mais il est certain que le renoncement pulsionnel, on le voit bien à ce moment-là dans l'Homme Moïse, le renoncement pulsionnel est pour lui une nécessité non seulement culturelle, mais en même temps liée à la vie psychique individuelle. Et par ailleurs, le renoncement pulsionnel a une longue histoire qui faufile le texte freudien et que je choisis d'enraciner avec l'épisode de ce Moïse de Michel-Ange, épisode fondamental pour Freud, qui se trouve donc pas très loin de Totem et Tabou, hein, dans la même période, hein, des années 10, et où l'on voit à ce moment-là que l'imagination créatrice de Freud, et l'imagination analytique donc, est complètement saisie et remodelée par la contemplation qu'il fait de cette statue de Michel-Ange dans l'église Saint-Pierre aux Liens, le choc qu'il reçoit de cette contemplation et en même temps la difficulté pour lui à l'assumer. Je vous rappelle que ce texte est d'abord un texte anonyme, un texte qui paraît dans une revue analytique, mais qui n'est pas signé, et que Freud va prendre tout le temps de reconnaître ce qu'il appellera cet enfant illégitime. Ça ne va pas se faire tout de suite. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose pour lui. Il s'est passé quelque chose de l'ordre de l'événement psychique qui est, je ne le dis pas de façon aussi conséquente dans le livre, mais qui est, semble-t-il, pour moi aujourd'hui, une sorte de rencontre entre 2 formes de pensée qui habitaient l'homme Freud. D'une part, évidemment, tout ce qui est lié à la Grèce et à la pensée métaphysique, hein, dans laquelle il baigne, et d'autre part, la reprise par lui, mais sous la forme justement de quelque chose qui lui vient de l'extérieur, et qui ne lui vient pas de n'importe quel extérieur, mais qui lui vient de l'extérieur romain, donc chrétien, la reprise de quelque chose qui est lié à sa judaïté. Et là, il y a quelque chose qui fait qu'il y a
une rencontre dont il ne se remettra pas, dans la mesure où elle va déboucher sur toute cette méditation, ou en tout cas toute cette réflexion tout au long de sa vie autour de cette intériorisation de l'homme Moïse pour lui, et ce discours intérieur entre cette dualité entre lui et ce personnage biblique. Or, ce qui est important dans ce qu'il peut nous en dire dans sa rencontre avec la statue de Michel-Ange, c'est combien il a pu arriver à cette interprétation analytique du geste que le sculpteur a voulu donner à la statue, à partir de la question du renoncement pulsionnel, qu'il suppose, évidemment. C'est son hypothèse féconde. Renoncement pulsionnel à une colère du prophète face au désordre provoqué par l'adoration du veau d'or, renoncement à briser les tables de la loi, en contradiction bien sûr avec le texte biblique, et renoncement qu'il ne pourrait faire selon Freud, qu'au nom de quelque chose de plus puissant en lui, de ce message qu'il aurait à transmettre et qui ferait qu'il ne pourrait pas céder à ce mouvement pulsionnel, la colère, la décharge pulsionnelle. Il ne pourrait pas y céder, il doit y renoncer, mais ce renoncement n'est pas forcément quelque chose qui implique une perte du côté de la pulsion. Ça impliquerait beaucoup plus un gain dans la mesure où il y aurait passage à une autre forme de réalité à l'intérieur de la réalité psychique, mais que j'appellerais la réalité spirituelle. Réalité spirituelle qui me semble évidemment confortée par, et là je reviens à l'homme Moïse, par ce que Freud appelle le progrès dans la spiritualité, ou le progrès dans la vie de l'esprit. On peut un peu affadir la chose en fonction des traducteurs, comme vous le savez, mais je garderai progrès dans la spiritualité. Qu'est-ce que cette spiritualité? Sinon, une dimension, bien sûr, de la réalité psychique. Je ne pense pas qu'il y ait une réalité séparée, mais une dimension qui est un aboutissement éventuel de la réalité psychique. Aboutissement qui peut être considéré comme un progrès, et donc on peut aussi considérer que si la réalité psychique ne parvient pas à aborder quelque chose de ce côté-là, ça ne va pas forcément aller autrement que mal. Mal, c'est-à-dire dans une forme de régression, et on peut aussi considérer que c'est là un point de butée éventuellement pour la psychanalyse. C'est un point de butée pour la psychanalyse parce que il me semble que de toute autre façon, mais quand Lacan, à la fin de son séminaire, enfin dans les années qui sont plutôt le dernier Lacan, quand il travaille autour de Joyce et donc autour du Saint-Homme, il arrive, par de tout autre moyen, mais il arrive à retrouver quelque chose de cette inspiration freudienne qu'il n'a jamais quittée, sans nul doute, mais qu'il retrouve avec ses propres mots et sur son propre terrain en décrivant ce passage ou ce bricolage, voire ce bidouillage qui permet à Joyce de se passer du père en faisant quelque chose pour lui, c'est-à-dire en devenant son propre père à lui. Donc on a là quelque chose qui me semble, par analogie en tout cas, à prendre en compte. Il se trouve que par ailleurs, et peut-être pour faire place à la conversation, à l'échange entre nous, il se trouve que par ailleurs, il y a quelqu'un dans le voisinage de Freud, quelqu'un d'évidemment
décisif pour Freud. C'est Lou Andreas Salomé. Et Lou joue un rôle qui, à mon avis, n'est pas encore suffisamment pris en compte, ni par les psychanalystes, hein, qui souvent choisissent de l'ignorer, voire même de la reléguer, hein, comme si elle était à peine des nôtres, si l'on peut dire, et ne la lisent pas comme elle le mérite, dans la mesure où elle apporte quelque chose à Freud qui est toute cette préoccupation autour de la réalité spirituelle qu'elle a évidemment rencontrée de façon très différente avant d'être analyste, aussi bien par le biais de Nietzsche, qui est quand même à la croisée des chemins aussi bien pour Freud que pour elle, et à la croisée des chemins de la métaphysique. C'est-à-dire à ce moment où la métaphysique occidentale non seulement connaît un essoufflement tel qu'elle ne s'en remettra pas vraiment, mais en plus, il s'agit de penser cet essoufflement. Et que Nietzsche est le penseur de cette déconstruction et de cette ouverture à quelque chose d'autre, mais qui ne serait plus du tout cette métaphysique qui s'arrêterait donc avant Nietzsche, avec Hegel. Et bien sûr, la question se poserait de savoir où on peut mettre Marx à cet égard, mais bon, laissons cela. En tout cas, Nietzsche, avec cette préoccupation éminemment spirituelle qu'il va mettre en jeu et en scène dans Zarathustra, et bien entendu aussi l'amant de Lou, l'amant continu de Lou tout au long de sa vie, même si ils se sont séparés, Rilke, et la question de la poésie, et de cette poésie très particulière, cette poésie qui est quelque chose qui reprend et amplifie la poésie à la fois dans la langue germanique de Hölderlin, mais aussi pour nous, dans une perspective plus française, tout ce qui s'est joué autour du trio Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. Et là, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est plus dans simplement l'esthétique. On est dans quelque chose qui est comment dire autrement ce qui est essentiel et ce qui est en train d'être attaqué dans l'humain. D'où le côté alarmiste, hein, mais comment est-ce que nous ne pourrions pas l'être après le XXe siècle? Et je dirais que le XXIe ne nous donne pas forcément des raisons d'espérer quelque chose de plus agréable, bien que, souhaitons-le, ça se passera sous d'autres formes. Donc, nous sommes à cette croisée des chemins avec, nous maintenant psychanalystes, avec cette conviction de ma part que si nous en restons simplement, si nous ne prenons pas en compte la culture comme la culture est en train de se faire, nous allons tout simplement disparaître. Safouan le dit autrement. Parce que nous ne pouvons pas oublier une seule minute, si nous voulons être freudiens, que le projet de Freud a toujours été un projet non pas simplement thérapeutique, mais un projet aussi culturel. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de lâcher ce lien-là. Si nous le laissons à la sociologie, voire même à l'histoire, ça ne résoudra rien. L'ouverture, et peut-être même, je dirais, j'oserais le mot, le salut que Freud a introduit dans l'histoire de notre humanité, ce salut-là, il passe par ce souci de la culture. Et que c'est là aussi où nous sommes évidemment attaqués, parce que il n'est pas du tout certain qu'on veuille nous entendre, et il est même sûr qu'on ne veut pas, la plupart du temps, que nous ayons droit au chapitre. Mais en plus, il n'y a que nous qui pouvons dire là quelque chose qui ne soit pas dans cette duperie philosophique ou dans cette, je dirais, archaïsme religieux,
toutes choses qui continuent à fonctionner, mais qui en même temps sont mortifères, semble-t-il, aujourd'hui pour notre civilisation. Alors bien sûr, tout ça est dit comme ça un peu vite, évidemment, hein, et sans une préparation excessive, parce que je pense que le livre pourra apporter des explications quant à ce que j'ai pu avancer là. Mais il me semble que, en vous disant cela, je resitue ce qui a été l'enjeu pour moi, avec cette idée centrale, encore une fois, que à articuler aujourd'hui ce qu'il en est du père pour ce qui est en train de devenir le père et la paternité, et la disjonction que l'on peut faire entre les deux, et donc les conséquences que cela peut avoir, nous allons être bientôt dans une position de fossile. Je vous remercie pour votre brillante intervention qui surplombe toute la problématique que vous avez mise dans le texte qui est en discussion aujourd'hui. Je pense que le moment est venu de donner la parole aux personnes qui souhaitent la prendre. Donc Nicole va pouvoir intervenir. Bien, merci beaucoup Jean-Michel Hirt. Je suis absolument pas sur la même structure que vous dégagez, mais vous permettez, en fin de compte, de structurer les choses d'une autre façon. À vous écouter, je me disais que il y a renoncement pulsionnel chez les fils que lorsqu'ils ont tué le père de la Horde, le père de Totem et Tabou. Ils l'ont tué réellement. Il y a une identification avec une incorporation. L'Oedipe, il le tue symboliquement. Quant à Moïse, moi je l'avais vu pas du tout comme le père, c'est-à-dire Moïse, c'est l'homme, c'est le grand homme. Et je crois que Freud commence le texte en disant qu'il est très ennuyé d'enlever ce grand homme à ce peuple. Donc c'est quelque chose de l'imaginaire qu'il est en train d'enlever, Freud. Quelque chose qui a à voir également avec la religion, et c'est ça qu'il enlève, je crois, dans Moïse et le monothéisme. Alors, vous êtes très pessimiste en ce moment, je le suis aussi, mais bizarrement, à vous écouter, je deviens beaucoup plus optimiste parce qu'il y a une structure quand même qui est là, avec une phylogénèse peut-être, où on peut voir qu'à chaque fois, eh bien, quand le père est tué, mais d'une certaine façon, naturellement, en ce moment, je ne crois pas que ce soit le père qu'on tue, c'est vraiment, je crois que c'est tout le monde qu'on tue à l'heure actuelle. C'est les ancêtres que l'on tue, c'est les pères, c'est les enfants, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais il me semble qu'à tuer le père de 3 façons différentes, il y a peut-être une chance de structurer pour le futur. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, j'ai le nœud borroméen de Lacan dans la tête quand je vous parle. Merci pour votre question, parce qu'elle me permet de revenir sur le meurtre du père originaire. Hein. Car au fond, ce que nous a apporté Lacan là est essentiel. Hein. Quand il évoque ce meurtre, Lacan, il pointe bien le fait que il y a la croyance, une croyance chez les fils qu'ils vont pouvoir, d'abord la croyance que le père jouit, hein, qu'il est toute jouissance, hein, toute puissance et toute jouissance, qu'il est la jouissance, et qu'ils vont pouvoir jouir à leur tour comme ils le devraient dès l'instant qu'ils se l'assimilent, qu'ils le dévorent et que chacun reçoit
une part, une partie peut-être pour le tout de cette jouissance. Évidemment, leur déconvenue est grande, à savoir qu'il n'y a pas de jouissance pour eux, et il n'y en a peut-être jamais eu non plus pour ce père primitif. Hein. Sauf que la disparition de ce père primitif n'arrange pas les choses, et peut-être que c'est là où je diverge avec vous sur la question du renoncement pulsionnel chez eux, hein, chez les fils, hein, n'arrange pas les choses pour eux parce que du coup la jouissance, ils vont la positionner du côté du mort. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont continuer à croire que la jouissance, elle est de ce côté-là. Elle est sous la forme de Dieu, puisqu'il va devenir évidemment Dieu, celui qui incarne toute la jouissance. C'est-à-dire qu'il déplace la chose, sauf qu'elle n'est plus du tout maniable, puisque Dieu, c'est un peu difficile de lui faire la peau, si j'ose dire. Donc, la croyance en la jouissance va se perpétuer. Et c'est quelque chose qui me semble d'autant plus important pour nous aujourd'hui que la jouissance, c'est une véritable idée fixe chez tout un chacun. Et c'est quelque chose qui fait que s'il y a une religion dominante aujourd'hui, c'est certainement cette croyance que nous pourrions accéder à la jouissance. Et il faut bien du travail du côté des analystes et du côté de ceux qui viennent les voir pour arriver à un tout petit peu de, pas de raison, mais de résignation, voire mieux de renoncement pulsionnel. Parce que renoncer pulsionnellement à la jouissance, c'est peut-être, à cette jouissance en tout cas, cette jouissance toute puissante, cette jouissance qui n'existe pas, renoncer à cela, c'est peut-être arriver à quelque chose qui permet d'avoir une autre forme de jouissance. C'est-à-dire que dans mon propos, je voudrais qu'on puisse arriver à penser qu'il n'y a pas une jouissance, mais peut-être deux jouissances qui sont liées pas du tout à la sublimation, hein, qu'on ne prendra pas en compte là dans l'immédiat, hein, même si elle peut apporter la jouissance, mais qui sont liées à est-ce qu'il y a possibilité de renoncement pulsionnel ou non. Et il me semble que le renoncement pulsionnel n'est pas un renoncement à la pulsion, mais un renoncement au contraire pulsionnel. C'est-à-dire qu'en position d'adjectif, ça qualifie le renoncement. Et ça donne toute la force à la pulsion qui peut, à ce moment-là, se psychiser et se spiritualiser au sens freudien du terme. Bon, ça, je pourrais le considérer comme une hypothèse, hein, simplement une hypothèse. Mais j'aimerais bien quand même continuer à la travailler, cette hypothèse, parce qu'elle me semble avoir un avenir et même peut-être un devenir pour la psychanalyse. Si je peux répondre... Quant à la question du grand homme, juste sur la question du grand homme, dans l'homme Moïse, effectivement, ce qui me paraît aussi fondamental pour l'opération freudienne consiste à faire de l'homme Moïse justement un homme et non plus un personnage sacré. Un homme sur lequel on peut, un père, sur lequel on peut porter la main, qui peut devenir justement, qui peut rejoindre à ce moment-là le père de Totem et Tabou, mais c'est quand même pas du tout le même type de père. Mais ce processus du passage du grand homme au père qui va impliquer les deux temps, parce que c'est ça aussi Moïse, et c'est ça qui me paraît tout à fait génial dans la pensée de Freud, c'est que s'il trouve Moïse à la fin, c'est parce que Moïse tient les deux bouts de la corde. Il est à la fois complètement intraitable, voire colérique, enfin tout ce qui fait qu'il mérite d'être mis à mort, hein, parce qu'il est insupportable pour les Hébreux, et puis par ailleurs, il est le porteur de la loi. Et c'est ce que j'appelle les deux corps du Père. Et c'est à ces deux corps que nous avons affaire aujourd'hui, sachant qu'ils ne sont pas, ces deux corps, dans une même tension avec ce qui nous importe aussi, dont j'ai finalement relativement peu parlé, la conséquence du fait d'être père, c'est-à-dire la paternité.
Et c'est ça qui est peut-être l'essentiel, voire l'avenir, hein, peut-être d'une illusion, mais qu'est-ce que devient la paternité aujourd'hui, sachant, comme vous le rappeliez très bien, que tous les pères sont mis en pièces, voire euh, mis, remisés aujourd'hui de façon tragique ou comique. Voilà ce que je voulais vous répondre. Bien, merci. Il y a d'autres demandes de parole et je vais donner la parole d'abord à Hélène Korganov qui l'a demandé la première, puis ensuite à Laurence Croix. Merci Jean-Jacques. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. D'abord, merci pour votre... il est dense, il est éclairant, il est passionnant, il est compliqué. Alors, je serais tentée de revenir sur l'affaire du renoncement, parce que j'ai eu beaucoup de mal avec cette affaire. Parce que vous dites, c'est pas une sublimation, c'est une résignation, c'est pas un déni, c'est pas un refoulement. Bon, j'ai bien entendu ce que vous en avez dit tout à l'heure, mais somme toute, ça serait un débat théorique. Et votre livre est de ce point de vue-là théorique, et c'est tout à fait passionnant. Mais ma question, ça sera plutôt sur, OK, une fois tout ça dit, compte tenu du constat, espèce d'état des lieux, alors je ne sais pas qui a parlé, peut-être Jean-Jacques, mais enfin, d'un constat, oui, il y a de la tristesse dans le livre. Moi, j'entends plus que de la tristesse, c'est une espèce de constat de délabrement total. Et si j'ai bien compris, ou plutôt si j'ai bien lu, on ne va pas dépasser la fin l'humanité ne va pas dépasser la fin du siècle. Ça, Dans la meilleure des les hypothèses. craintes des scientifiques. Hein. J'ai bien lu. Alors, les craintes des scientifiques. Hein, non, mais c'est clair, c'est parfaitement écrit. Et puis voilà, puis de toute façon, dans un contexte où en plus, virus et machin et trucs, donc on y est, quoi, on y est, la calotte là. Oui, malheureusement. Alors, très bien. Alors, OK. Se saisir, l'ouverture, le salut, vous dites, passe par le souci de la culture. OK. Qu'est-ce que ça veut dire par le politique? Par le politique, c'est ça? Oui, c'est une question. Oui. Je souhaiterais vraiment avec vous. Hein, qu'est-ce que le politique aujourd'hui? C'est toute la question. Est-ce qu'il y a autre qu'est-ce chose? que vous voulez dire, pardon, qu'est-ce que vous voulez dire précisément passera par la culture? La question qui m'était posée, c'était la question de la culture. Qu'est-ce que la culture? Oui. Pour moi. Dans quel sens vous l'entendez? C'est ça. Et j'étais en train de vous répondre que je me situe à partir de cette opposition que Nathalie Salzman a beaucoup travaillé, hein. L'opposition entre civilisation, le côté statique serait du côté de la civilisation et la culture serait ce qui remet toujours en mouvement, je dirais, la patte de la civilisation, hein, ce qui travaille la patte. Bon, c'est une opposition qui me paraît assez féconde. Alors, pourquoi? Parce que toute la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il en est de la culture? Qu'est-ce que devient la culture dans un monde qui est dominé par le marché et où, à la limite, c'est l'esthétique, cette question de la culture était liée dans mon esprit à l'opposition qui est faite par Nathalie Salzman entre civilisation, côté statique de la civilisation, qui est animée, réanimée, constamment relancée par le travail de culture, Kulturarbeit. Elle reprend l'expression de Freud et évidemment, le mot essentiel, c'est travail dans le sens où c'est ce qui ferait lever la patte de la civilisation. Or, il me semble qu'aujourd'hui, la question de la culture se pose, hein, de la culture dans le sens où qu'est-ce que ça signifie, ce travail de culture dans
une société la nôtre, bien sûr, qui est complètement soumise aux lois du marché, où la seule question qui se pose pour tout un chacun, c'est celle qui est appelée par la Cour européenne des droits de l'homme, l'autonomie personnelle, qui donne toute possibilité à un individu de devenir à peu près ce qu'il veut, hein, c'est-à-dire qu'on a introduit un, un terme qui n'existait pas dans la pensée juridique, hein, qui est le désir. Hein. Le désir dans le droit, ça n'avait pas de place, hein. Ça en a aujourd'hui. On est donc dans une situation complètement nouvelle. Et encore une fois, avec cette affadissement du politique, hein, qui fait que, utile, hein, on le voit bien aujourd'hui dans l'inquiétude, simplement en France, hein, dans l'inquiétude qui peut nous saisir par rapport à 2022 et au type d'échéance que ça pourrait signifier. Hein. Donc, qu'est-ce que l'on peut inventer en tant qu'analyste, inventer au sens où il s'agit de reprendre les questions telles que Freud nous les a laissées, hein, sur le combat entre Eros et Thanatos. Hein. Est-ce que l'on peut encore se situer dans ces catégories-là? Est-ce que Freud d'ailleurs était tout à fait pessimiste à cet égard, hein, à savoir il ne savait pas du tout l'issue du combat. Or, nous avons vu comment, au XXe siècle, le combat a été perdu dans les grandes largeurs, avec cette emprise de Thanatos sur Eros, qui a conduit aux horreurs que vous avez tous en mémoire. Et comment aujourd'hui, même, nous pourrions être à la limite de l'interrogation, est-ce que Eros ne se confond pas avec Thanatos? C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de différence. Donc nous sommes là devant quelque chose qui fait que la culture, je ne saurais pas très bien aujourd'hui comment lui donner un contenu positif. Il me semble que elle est dans un processus d'esthétisation qui ne lui donne plus la possibilité d'être autre chose que justement cette animation des hommes en tant que produits devant aller sur le marché se vendre. Ni optimiste, ni pessimiste, disons plutôt à partir de ce que nous pouvons vivre et de ce que nous pouvons penser, et de l'atonie aussi de la pensée aujourd'hui, hein, puisque nous sommes tous pris dans ça, hein, en tout cas dans le monde occidental, je ne parle même pas du monde oriental qui est dans d'autres conflictualités et dans d'autres temporalités d'ailleurs, mais pour ce qui nous concerne, c'est quand même un peu, non pas désespérant, parce que c'est passionnant en même temps, et qu'est-ce qui est en train de se perdre? Et qu'est-ce que nous sommes en train d'oublier, je dirais, parce que nous n'avons plus la possibilité, voire le temps d'y penser. Pourquoi sommes-nous toujours dans l'urgence? C'est-à-dire finalement dans une forme de non-pensée. Merci. Je voudrais demander maintenant à Laurence Croix d'intervenir, puisqu'elle a demandé la parole il y a déjà un moment. Non, mais il n'y a rien qui presse. Je crois qu'on est tous dans le même questionnement si on a lu le livre de Jean-Michel Hirt. Alors d'abord, si je l'ai recommandé à Délia, c'est parce qu'à chaque fois que j'ai lu un livre de Jean-Michel Hirt, j'ai été heureusement surprise. C'était foisonnant d'érudition, d'idées. Et ça faisait, tous ces ouvrages, en tout cas tous ceux que j'ai lus, m'ont fait travailler. Et donc c'est toujours intéressant. Moi, j'ai aussi adoré, comme Jean-Jacques, j'ai adoré ce chapitre sur Lou Andréa Salomé. Je me suis dit, ah oui, il faut que je la relise, il faut la remettre au goût du jour, etc. Je crois être gênée, comme la plupart d'entre vous là qui êtes intervenus, je suis gênée par la notion de renoncement pulsionnel.
C'est vrai que quand on pense à renoncement pulsionnel, moi d'abord, ça m'évoque le symptôme obsessionnel. Ça m'évoque la correspondance de Freud avec le pasteur Pfizer. Ça m'évoque pas un avenir radieux pour l'humanité. Mais je ne sais pas si Jean-Michel Hirt est encore là, je ne le vois plus. Si, D'accord. Oui, je vous Donc, entends là. le renoncement pulsionnel, oui, Ouais. je le pense Oui. plus du symptôme obsessionnel. Et en ce moment, on est dans un renoncement volontaire, on va dire, parce que même s'il y a une loi qui nous impose un confinement, on voit bien comment la population s'y soumet volontairement. Il n'y a pas de policiers dans la rue dans Paris, il n'y a pas d'armée pour nous enfermer chez nous. Et ce renoncement pulsionnel qu'on vit depuis un an, eh bien, il nous montre aussi comment il y a un repli sur soi et au contraire, une dérive vers des théories ou vers des croyances multiples et variées, toutes plus paranoïaques et qu'on connaît, quoi. Donc, il y a la question du renoncement pulsionnel qui vous a déjà été posée et qui me semble, je me dis, mince, si la psychanalyse n'a à proposer que ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a la question de la vie spirituelle ou du progrès dans la spiritualité. Et là, ce soir, vous avez dit que c'était une question de traduction parce que je me suis dit, mince, ça fait 30 ans que je lis mal Freud. J'avais jamais lu cette idée chez Freud. Pour moi, le progrès dans la vie de l'esprit, comme ça a été traduit en général, c'était le progrès avec le logos, c'était avec la raison, c'était avec l'intelligence, c'était avec le langage, mais c'était en aucun cas un au-delà un au-delà mystique, parce qu'il s'agit bien entre le renoncement pulsionnel et le progrès dans la spiritualité. Ah non, le mot spiritualité, vous le développez, enfin, vous ne le définissez pas vraiment, c'est un peu l'auberge espagnole quand même. On y met un peu ce qu'on veut, on y reprend ce qu'on veut. Mais quand on parle de l'esprit, on pense plus, a priori, quand on est freudien, au logos, à la raison, à l'intelligence, qu'à un au-delà. Voilà. Il n'y a pas d'au-delà, j'ai envie de dire, en psychanalyse, en dehors de celui d'au-delà du principe de plaisir. Donc, entre renoncement pulsionnel et vie spirituelle, voilà, ça fait plus penser à une ascension mystique qu'autre chose. Mais peut-être que je vous ai mal lu et mal compris ce point-là. Et dans tous les cas, je vous remercie parce que ça m'a fait réfléchir une fois de plus cet ouvrage. Moi qui croyais avoir tout lu sur le père. Donc, voilà. À vous, Jean-Michel. Oui, Laurence, merci. Quelques difficultés à avoir tout ce que vous avez dit parce que toujours cette connexion compliquée. Renoncement pulsionnel, on l'entend toujours comme renoncement à la pulsion. Mais pourquoi? Je crois qu'il faut être dans une forme plus dynamique quant à cette compréhension qui fait que le renoncement à ce moment-là devient quelque chose de l'ordre de la résignation, voire du repli, ou pire. Hein. Alors qu'il faut quand même bien saisir combien Freud tient à son renoncement pulsionnel. Et il tient non pas comme une force, je dirais, régressive, mais au contraire une force offensive. C'est quelque chose qu'il met en scène avec Moïse de façon offensive. Donc, je ne crois pas qu'on a intérêt à en rester à renoncement pulsionnel comme renoncement à la pulsion. Pour moi, au contraire, c'est renoncement animé par la pulsion, ce qui est un peu différent, hein. Même complètement relancé par la pulsion qui est capable à ce moment-là de ne pas être uniquement dans la visée de l'objet. Bon, ça me paraît important de mettre au travail à nouveau la question du renoncement pulsionnel. Bon, quant à la réalité spirituelle, pour nous, dans l'ère qui est la nôtre, elle est constituée par, évidemment, la même préoccupation que celle qu'avait Freud, à savoir la religion monothéiste, celle qu'il appelle la religion monothéiste. C'est ça qui est important. La religion monothéiste, c'est pas évidemment simplement la croyance, c'est aussi les textes, hein, ce sont les écritures. Qu'est-ce qu'on fait de cette masse de textes qui sont à la fois des manifestes de l'humain et en même temps la possibilité de
voir comment leur dimension mythique peut nous apporter quelque chose pour notre culture d'aujourd'hui, pour justement cette refondation de la culture. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement du côté de la religion, mais aussi dans un sens beaucoup plus lié à ce que Bataille pouvait dire à cet égard. Bataille, ô combien athéologien, et dans une position athée qui est militante, mais qu'est-ce qu'un athée disait, il n'est pas question de laisser à la religion le bénéfice de ce qu'elle a pu trouver. Son bénéfice, notamment du côté justement de la mystique, son bénéfice là, il est à reprendre en compte, il est à travailler, il est à penser. Et il me semble que ça aussi, nous ne pouvons pas le laisser de côté, parce que c'est de ça que nous pouvons faire avec une nouvelle culture, ou aller du côté de cette nouvelle culture que nous appelons tous de nos voeux, dans la mesure où nous sentons bien que le bateau prend un peu l'eau. Alors, tout à fait d'accord avec vous pour dire que Freud, c'est le logos, et qu'on est du côté du logos, mais on est aussi du côté d'un Anké, c'est-à-dire de la nécessité, et bien sûr d'Eros et Thanatos, et de cette triangulation entre logos, Ananké, Eros, Thanatos, triangulation à 4. Donc, c'est dans cette perspective-là que nous nous trouvons, sachant que la raison, malheureusement le XXe siècle nous l'a prouvé de la pire des façons, la raison ne pèse pas lourd. Certes, c'est une petite flamme, dit Freud, mais la raison a été balayée par quelque chose dont nous héritons et dont nous avons aussi à prendre conscience pour refonder éventuellement le politique. Parce que qu'est-ce qu'a été le politique au XXe siècle? Essentiellement le nazisme et le communisme. Et on voit bien que dans ces énormes mouvements de masse qui ont mis en branle des millions d'hommes et de femmes, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une religiosité ou d'une éventuelle spiritualité, en tout cas quelque chose qui est quelque chose qu'ils ont mis en œuvre, c'est-à-dire ceux qui ont fait ces mouvements, quelque chose qui reste à penser pour nous. Et on le voit d'autant mieux aujourd'hui dans cette espèce de reflux démocratique qui fait que nous semblons très impuissants par rapport à toutes les attaques qui sont livrées contre la démocratie, aussi bien par des pays qui sont des dictatures que par des pays qui sont des pays comme la Chine, qui est un pays extrêmement ascendant et qui n'est pas du tout avec les mêmes visées culturelles que nous. Oui, alors Jean-Jacques, tu m'accordes 5 minutes de plus, 2 minutes de plus? Non, 1 ou 2 minutes, pas plus. Oui, alors, parce qu'il y a du monde derrière. Je vais reformuler autrement. En vous lisant, je pensais à 2 auteurs que vous ne citez pas, et pourtant ça m'évoquait, ce que vous écriviez, ça m'évoquait beaucoup, d'une part Charles Péguy, et d'autre part Éric de Lucas. Éric de Lucas, en particulier, quand il abandonne son engagement dans l'extrême gauche, après le congrès de je ne sais plus quoi, Branca, il abandonne, il part dans la montagne et il se met à faire de la grimpette dans une ascèse, comme ça, une abnégation, un renoncement, enfin on peut l'appeler. Et je me disais, mais en fin de compte, qu'est-ce que ce virage mystique leur a, chacun dans leur genre et avec des parcours différents, leur a apporté, ou plutôt pas leur a apporté personnellement, mais apporté au collectif. C'est-à-dire quand Éric de Lucas se retire dans sa montagne, il apporte, en quoi ça pourrait apporter un souffle nouveau ou reformuler autrement un avenir à la civilisation. Bon, ça c'était… Si, parce que je vous réponds très brièvement, c'est là tout l'apport aussi auquel vous avez été sensible dans le livre, c'est tout cet apport que j'ai voulu mettre en avant, à savoir celui des écrivains et celui des réalisateurs. C'est-à-dire comment chacun avec sa caméra ou son stylo arrive à nous mettre dans une situation inconfortable, mais décisive, pour réfléchir sur les questions que nous sommes en train d'évoquer, à partir de leur art.
C'est-à-dire que là, nous ne sommes plus tout à fait dans l'esthétisation du monde. Nous sommes, avec De Luca par exemple, nous sommes devant une expérience complètement individuelle, personnelle, mais où il nous tend un miroir. Qu'est-ce que nous voyons à ce moment-là de nous dans ce miroir? En quoi ça nous concerne? En quoi, par exemple, puisqu'on parlait de Lolita, Lolita nous concerne aujourd'hui par rapport aux questions qui sont posées euh, par, par tout le monde, pratiquement, enfin, en tout cas, par les mouvements féministes, mais aussi tous les autres qui réclament des droits. C'est toute la question aussi de la créativité à l'intérieur de la psychanalyse que vous posez. Ok, moi je voudrais revenir sur la question qui a été abordée bien sûr par Jean-Jacques de Lou Andreas Salomé. Parce Oui. que par rapport au spirituel, justement, vous insistez sur le fait, et ça m'a permis de retourner lire Lou Andreas Salomé, sur la liaison du corps et du spirituel. Oui. Alors, ça me paraît extrêmement important pour sortir de ce primat du logos qui serait conceptuel. Parce que finalement, moi, j'ai beaucoup aimé votre livre et je pense que certains concepts comme le renoncement, d'autres y sont travaillés, mais je trouve que justement, ce qui m'a le plus plu, c'est cette liaison du corps et de la pensée. Alors, le spirituel, moi, je vais mettre pensée, c'est pas forcément du religieux. Hein. Oui, oui. Et je trouve que la manière dont Lou Andreas Salomé parle et Nietzsche de leur relation, où Nietzsche dit, vous le rappelez, que pour la première fois, il a senti comme un corps était relié à une âme, je crois qu'il le dit comme ça. Oui. Je trouve que par là, alors évidemment, on ne voit pas comment directement ça résout quelque chose, mais au fond, je me demande si dans le travail de la culture, il n'y aurait pas à tenir compte justement de cette liaison avec le corps, c'est-à-dire la pulsion, puisque vous revenez dessus, et en particulier cette formulation que je trouve extraordinaire et énigmatique de Lou Andreas Salomé qui dit ce n'est pas la fille qui a tué le père, mais alors, je crois qu'on pourrait pratiquement le reprendre maintenant en disant, mais pourquoi pas, quand on voit ce qui se passe actuellement, on ne peut pas dire qu'elle aurait moins tué le père que les fils. Et là, je trouve qu'on peut vraiment parler d'un travail de la culture, alors on ne sait pas où ça va nous mener, on est très déstabilisé, mais après tout, vous laissez entendre qu'à travers ce que dit Lou, quelque chose que j'ai vu articulé par aussi bien Pommier que Chaboudez dans leurs écrits d'il n'y a pas longtemps, au niveau de il n'y a pas de rapport sexuel comme le dit Lacan, quelque chose s'ouvre de quelque chose qui du paternel, alors je crois qu'il ne faut pas dire paternel, du patriarcal de l'homme, que l'homme peut porter en lui, plus qu'une femme. Une femme peut aussi être du côté du pouvoir, mais bon, actuellement, ça s'est développé comme ça. Hein. Elle dit, je crois, Lou, carrément, que à travers le rapport sexuel, il y a quelque chose de la spiritualité qui se dégage, de quelque chose de mystique, ou quelque chose, alors je dirais du féminin, passerait du côté de l'homme avec qui cette femme serait, et que, bon, ça peut renvoyer au patou phallique, l'autre jouissance, enfin on peut le traduire comme on veut, mais Lou Andreas, elle dit carrément qu'à ce moment-là, il peut y avoir quelque chose de spirituel qui est complètement lié au corps. Et je trouve que cette intrication-là, moi, me paraît ouvrir quelque chose. Alors, je ne pourrais pas dire comment, mais pour terminer, cette histoire de
elle n'a pas tué le père, mais elle est la veuve du père, la femme, la sœur, la mère. Et en pensant à ce qu'a dit Freud dans la vie sexuelle, qu'il y a la liaison de la cruauté, de la sensualité et de la tendresse, je trouve que là, il y a quelque chose, mais que je ne peux pas... Tout à fait. Oui, je vous suis vraiment dans la mesure où vous ressaisissez ce qui m'importe le plus chez Lou. Mais au-delà, ce qu'elle apporte, hein, en fait, d'ailleurs, c'était ça qui me semblait frappant pour moi, c'est que lorsque j'ai pu développer cette alliance des trois courants, hein, sensualité, cruauté et tendresse, la cruauté, chez Freud, elle n'apparaît pas, il ne prend que les deux courants, hein, sensualité et tendresse, dans son texte. La cruauté, il la laisse entendre si on veut bien aller chercher ça un peu ailleurs. Mais il ne la nomme pas de cette façon-là. Moi, j'ai cru devoir le faire dans un autre livre qui s'appelle L'insolence de l'amour. Mais là, ce qui m'a frappé, c'est que je retrouvais un peu plus tard, dans les écrits de Lou, cette présence de la cruauté et même cette présence de l'inceste. Alors, avec la fameuse phrase de Freud, mais au-delà, c'est-à-dire la façon dont elle n'a pas tué le père, comme vous le rappelez, mais en même temps, non seulement elle bénéficie du fait qu'elle va avec le fils qu'il a tué, qu'elle va être dans un acte d'amour avec le fils qu'il a tué, mais qu'en plus, elle bénéficie à ce moment-là de l'acte commis, c'est-à-dire qu'elle met cet acte amoureux sous l'égide du meurtre. Et ça me paraît extrêmement novateur et très important pour remettre, je dirais, du souffle dans notre conception de l'amour aujourd'hui, hein, qui est à bien des égards très étriquée, voire complètement mise en acte à partir d'une corporéité qui est à la limite du dérisoire. Enfin, c'est toute la question qui me semble presque pathétique dans beaucoup de discussions actuelles sur la question transgenre ou autre remise en cause de la différence des sexes. Lou reprend cette dimension de l'incarnation amoureuse comme personne d'autre avant elle, me semble-t-il, et lui donne une profondeur analytique que nous devons remettre au travail. Parce qu'il me semble que là aussi, s'il y a des raisons d'espérer, et il y en a bien sûr encore plein, c'est de ce côté-là que ça pourrait se passer. C'est-à-dire que complexifier par le biais justement de cette dimension féminine, mais dimension féminine qui n'est pas simplement une jouissance en plus, hein, comme Lacan pouvait la pointer, mais une jouissance qui appartient à l'acte amoureux pour l'homme s'il veut bien se laisser inviter au voyage, hein, pour reprendre l'expression baudelairienne. Hein. Oui, mais d'abord, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous nous avez déjà dit ce soir. Et je voulais vous poser deux questions. Quand vous parlez de la disparition du père, de la recherche de la jouissance, de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, et de Lou Andreas Salomé, j'ai pensé à Nietzsche, évidemment, et à la question que pose Nietzsche, que faire du nihilisme? Alors, je me demandais si vous vous étiez posé cette question ou si j'ai tout à fait tort de voir un lien entre votre travail et les questions que pose Nietzsche. Pas du tout, vous avez tout à fait raison. Non seulement parce que la lecture de Nietzsche me paraît aussi quelque chose que nous devons remettre sur le métier, hein, beaucoup plus que dans le mouvement analytique, j'entends, hein, beaucoup plus que nous avons pu le faire, hein, comme si nous voulions conserver la prudence que Freud avait pour des raisons qui lui appartenaient. Hein. C'est pas du tout ignorant de Nietzsche, comme vous savez, bien au contraire, mais et en plus,
il était dans une proximité avec Nietzsche par le biais de Andreas Salomé. Hein. Qu'est-ce qu'ils se sont dit à cet égard? Nous ne le saurons pas, mais nous en avons quand même une forme d'écho, à mon avis, notamment dans L'Homme Moïse et dans les derniers travaux de Freud. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette situation qu'on pourrait aujourd'hui appeler une situation nihiliste, hein, c'est-à-dire la situation que Nietzsche épelle avec, ou plutôt articule avec son dernier homme. Nous sommes dans la position du dernier homme. Le dernier homme, dont il est fort question dans Zarathustra, celui qui est dans une sorte d'auto-érotisme, de jouissance de lui-même par lui-même, hein, et justement d'impossibilité d'être dans une relation avec l'autre qui serait une relation d'ouverture et de rupture de cette fermeture sur lui-même, hein, ou de cette bouche qui s'embrasse elle-même. Hein. Il y a là quelque chose qui me paraît essentiel avec le nihilisme et le dernier homme nietzschéen. Qu'est-ce que nous en faisons pour notre propre compte dans notre pensée freudienne, hein. C'est aussi ça qui me semble à reprendre, hein, parce que nous ne pouvons pas simplement nous appuyer sur le texte de Nietzsche. Le texte de Nietzsche doit voyager comme il le fait d'ailleurs dans le texte de Lou Andreas Salomé. Hein. Il me semble que, par exemple, la question du dernier homme, elle la pointe notamment dans ce texte sur le 70e anniversaire de Freud. Hein. Elle fait tout un travail autour de sa position en tant qu'analyste par rapport à Freud, et dans cette réflexion qu'elle a, elle montre bien comment Freud se situe, tout comme Nietzsche, à l'issue de la métaphysique occidentale, et qu'il pose une autre façon de prendre les questions qui fait rupture avec la métaphysique, mais en tant que, justement, en tant que psychanalyste, c'est-à-dire en tant que quelqu'un qui est capable de tenter d'avoir un discours sur la sexualité, ce que n'a pas Nietzsche. Nietzsche reste philosophe, reste prisonnier là de quelque chose qui n'est évidemment pas le cas de Freud. Mais en même temps, Freud reste prisonnier peut-être d'une certaine butée nécessaire certainement à son époque, hein, pour lui, pour fonder la psychanalyse, mais une butée par rapport au texte nietzschéen qui serait à reprendre sur notre terrain. Oui, c'est étonnant, l'absence de la sexualité chez Nietzsche. Il y a une sorte d'énorme trou dans sa pensée. Énorme malheur. On peut le dire aussi. Oui. Oui. On peut le lire tout particulièrement dans les échanges de lettres qu'il a avec, ça a été édité il y a quelques années avec Lou. Hein. C'est tout à fait étonnant leur correspondance. Oui, oui. La seconde question, je l'ai un peu oubliée parce que je pense que c'était en rapport avec ce qu'a dit Françoise, que je n'ai pas très bien compris. À un moment, vous avez parlé de la sœur et du frère qui ensemble tuaient le père. Il y a quelque chose qui m'a échappé là. Ça me semblait intéressant, mais j'ai quelque chose qui m'a échappé. Quand Lou Andreas Salomé évoque l'acte amoureux, elle en fait un tout. Hein. D'ailleurs, le tout, là aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à Lou, et qu'elle prend bien soin de ne pas le définir, mais personnellement, je l'interprète comme étant dans une très grande proximité avec ce que j'appelle, moi, la réalité spirituelle, le tout, la réalité spirituelle. Il y aura aussi à voir comment ça ne correspond pas à une optique jungienne, hein, ça c'est aussi une autre question, mais il me semble que pour Lou, quand elle prend l'acte amoureux, elle en fait un véritable chaudron de toutes les positions qu'on peut prendre par rapport à la personne du père, hein. C'est-à-dire
la fois être l'amante, la veuve, la fille, voire la mère du père, et le fils est celui qui va être je dirais, celui qui met le feu aux poudres par rapport à cela. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant dans sa conception de l'amour, hein, qui a été une conception aussi extrêmement complexe dans sa vie, hein, puisqu'il y a toute une partie de sa vie qui est d'une grande chasteté et une seconde partie de sa vie, après la rencontre avec Nietzsche, qui est au contraire une ouverture absolument crépitante. En liaison aussi avec ça, et avec une opposition à l'intérieur de la psychanalyse, il y a à prendre toujours aussi à l'occasion des anniversaires, hein, parce qu'à cette époque-là, visiblement, les analystes se souhaitaient leurs anniversaires, et en tout cas, les anniversaires de Freud n'étaient pas oubliés, et aussi bien Ferenczi que Lou envoient des lettres. Hein. Alors, il y a la fameuse grande lettre pour le 70e anniversaire de Freud, mais il y en a une autre avant, hein, qui est beaucoup plus courte, et qui est dans le même temps que celle de Ferenczi. Et quand on lit ces deux lettres, on voit bien comment il y a d'un côté un fils dans une soumission liée à la jouissance du père, Freud, qui va être extrêmement tumultueuse et qui va mal se finir, hein, puisque la rupture entre Freud et Ferenczi est une rupture tragique, hein, pour les deux, hein, peut-être plus particulièrement encore pour Ferenczi, mais bon, on pourrait dire qu'il l'a presque cherché, alors que Lou se situe dans le même temps, hein, que Ferenczi, dans une sorte de distance, proximité avec Freud, qui est d'une liberté et d'une liberté de pensée que Freud a tout de suite reconnue et qui n'a jamais posé de problème. Et il pouvait ne pas être d'accord, mais il n'était certainement pas sur une dimension de rupture ou de conflit amenant à une rupture. On est là encore très loin de la position du fils, que ce soit le rival jungien ou le féal ferenzien. On est devant quelque chose qui est en même temps une position complètement... alors, on parlait tout à l'heure du féminin de Lou, mais là, on peut parler du masculin de Lou, c'est-à-dire de son autorité en tant que pensée incarnée. C'est ça qui me paraît très, très novateur chez Lou, voilà, cette pensée analytique incarnée. Mais incarnée sur son terrain et avec cette passion du corps qui, évidemment, et pour des raisons qu'on ne va pas reprendre ce soir, mais qu'on a tous en tête, hein, est liée à la différence des sexes, à l'ouverture qu'elle s'est autorisée à avoir par rapport à cette espèce de, je dirais, de culte phallique qui est trop souvent notre lot. Peut-être un mot à Délia. Oui, j'aimerais bien effectivement dire quelques mots aussi pour terminer. D'abord, merci bien sûr à Jean-Michel Hirt d'avoir subi ces aléas de Zoom et à tout le monde pour vos interventions. Alors, j'avais envie peut-être de conclure quand même et de terminer sur une note peut-être un petit peu décalée, peut-être un peu plus optimiste. Alors, je suis tout à fait partie prenante, et d'ailleurs, je me disais que dans la plupart des livres que nous avons choisis cette année, ce sont tous des livres un peu orientés comme celui de Jean-Michel Hirt sur des critiques sur une analyse du monde tel qu'on le vit, avec bien sûr des choses qui sont évidentes et du côté, bien sûr, des choses qui nous inquiètent. Ça me semble une évidence. Mais il me semble quand même qu'il faut qu'on cherche dans toutes ces difficultés ce qui peut fonctionner. Et je pense qu'il y a sûrement des choses qui fonctionnent. Déjà, si on ne prend que l'exemple que vous donnez de Lou, du côté quand même du féminisme, peut-être pas l'extrême qu'on voit à certains moments, mais il y a des choses qui sont un gain. Il n'y a pas que des pertes dans ce qui se passe aujourd'hui. Et nous, on est bien obligés de travailler avec ce qu'on peut faire
ce qui est possible de faire. Donc, j'aurais tendance à penser qu'il faut des critiques, des constats, aussi bien du politique que du social, mais il faut que nous, psychanalystes, si on veut continuer à travailler, que nous cherchions par où nous pouvons quand même y parvenir, faire quelque chose pour que les choses avancent et pas que du côté du pessimisme. Et il y a aussi des choses positives, par exemple, puisque vous parlez de la question du père, ces nouveaux pères, tout ce qui se passe du côté de la paternité aujourd'hui qui s'élargit, c'est peut-être aussi des gains. Du côté des femmes, du côté des pères, il y a des choses à travailler et les patients qui viennent nous voir nous parlent de ça. Et nous, on a à travailler avec ça et à soutenir certaines choses qui sont dans le bon sens. Voilà, je voulais essayer d'apporter une note optimiste. Et je voulais vous dire aussi que par hasard, hier, en ouvrant la radio, le premier mot que j'entends, c'est renoncement. Alors, bien sûr, comme j'avais lu Jean-Michel Hirt, c'est que la puissance du renoncement m'a quand même beaucoup intéressée. J'étais assez intéressée de savoir de quoi il s'agissait. Malheureusement, je ne pouvais pas poursuivre, mais j'ai quand même compris qu'ils allaient parler d'un groupe de femmes et de la question de l'abstinence. Alors voilà, renoncement et abstinence, une émission sur France Culture ou France Inter hier. Donc la question du renoncement est à poursuivre quand même. Voilà, mais je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Remercier Jean-Jacques. Peut-être que Jean-Michel Hirt. Juste pour enchérir sur ce que vient de dire Délia, il me semble effectivement que nous allons nous ouvrir à ce que Lacan appelait le réel, hein, et ces nouvelles configurations qui nous sont apportées par ceux qui viennent nous parler. Mais je crois que la paternité en est un exemple, parce que précisément aujourd'hui, la paternité n'est pas la propriété du père, n'est plus la propriété du père, et que là, il y a quelque chose qui est certainement prometteur, je dirais, dans une reconfiguration du psychique et du culturel. Merci. Merci Jean-Michel. Merci à vous.